Le 26 mai 1895, à Lyon, les portes d'une usine s'ouvrent et libèrent un flot d'ouvriers et d'ouvrières devant la caméra mise au point par Louis Lumière. C'est la vie intense prise sur le fait, s'écrie un journaliste devant ces images. Les premiers spectateurs sont stupéfaits de voir le monde s'animer ainsi sur une toile blanche. L'expérience tient du prodige. Un appareil est enfin capable d'enregistrer le mouvement et de le faire ressurgir sur un écran. L'œil de l'appareil lumière s'est ouvert sur la réalité. Il faudra l'irruption d'un magicien pour que le cinématographe devienne le cinéma, un art du spectacle. Ce sorcier des images animées, ce sera Georges Méliès. À l'aube du XXe siècle, longtemps avant la guerre des étoiles, Méliès est le premier à envoyer des hommes dans l'espace. Il tourne le dos à la réalité et invente un monde résolument artificiel, à la fois fantaisiste et fantastique. Dans son studio, le premier conçu spécialement pour le cinéma, l'enchanteur Méliès explore dès 1897 toutes les possibilités magiques de la caméra. Il met au point et développe les trucages et les effets spéciaux que ses successeurs ne feront qu'adapter et moderniser. Cet étonnant homme-orchestre est à la fois auteur, décorateur, metteur en scène, acteur, producteur. En 16 ans, plus de 500 films vont sortir des ateliers de Méliès et faire le tour du monde où ils éblouissent le public des foires et des premières salles de cinéma. Méliès, le pionnier du spectacle cinématographique, deviendra un personnage de légende. Le maître des trucages et de la féerie a créé une œuvre unique, admirée par les cinéastes d'avant-garde comme par les réalisateurs hollywoodiens. Sa carrière, commencée en 1896, s'interrompt à la veille de la guerre de 1914. Ruiné, Méliès est contraint de vendre ses studios en 1923. J'étais épuisé financièrement et poursuivi par un créancier sans pitié. On peut s'imaginer mon chagrin quand je dus abandonner la cinématographie, ce métier qui me passionnait. Pendant plus d'un mois, je vis brocanteur et marchand de ferraille emporter 20 années d'un dur labeur. Je n'avais aucun local où entreposer les centaines de négatifs de mes films. Dans un moment de colère et d'exaspération, j'en ordonnai la destruction, sans penser que je commettais là une imprudence irréparable. De 1925 à 1932, Méliès tient, avec sa seconde épouse, une boutique de jouets et de confiserie dans le hall de la gare Montparnasse. Ce fut peut-être la partie la plus pénible de mon existence, mais il fallait vivre, coûte que coûte. Tous les jours, même le dimanche, de 7h du matin à 10h du soir, dans cette boutique ouverte à tout vent. Bref, la prison pour quelqu'un habitué jusque-là à une absolue liberté. Les anciens du cinéma devaient me croire mort depuis longtemps. En fait, Méliès n'est pas tout à fait oublié. Un journaliste féru de cinéma le reconnaît dans ce marchand de jouets. Une campagne de presse est lancée en sa faveur. D'autres journalistes, des cinéastes, des amateurs de cinéma, viennent de plus en plus nombreux voir Méliès dans sa boutique. Parmi eux, Jean Mauclerc, le créateur du Studio 28 à Montmartre, une salle d'avant-garde. Mauclerc avait retrouvé par hasard dans un vieux stock quelques-uns de mes films. C'était en 1929. Après les avoir remis en état, il organisa avec ses vues un gala en mon honneur. Salle Pleyel.
Demandez le programme du Gala Méliès. Demandez le programme. Demandez le programme du Gala Méliès. Le numéro spécial de la revue du cinéma consacré à Georges Méliès. Demandez le programme du Gala Méliès. Demandez le programme. Ce fut une soirée triomphale. Le tout Paris et tout le monde du cinéma étaient là. Par la force des choses, je renaissais à la célébrité. J'avais 6 ans et demi et c'était un honneur exceptionnel qu'on avait fait à une petite fille de la laisser assister au Gala Méliès. C'était le 16 décembre 1929. C'était pour moi une grande surprise de voir mon grand-père mis à l'honneur dans cette salle de 2000 personnes qui l'ont acclamé debout. On a assisté à la projection de 8 films miraculeusement retrouvés de mon grand-père. Puis, à la fin de la projection, mon grand-père s'est éclipsé. Sa place était vide au balcon. Et tout à coup, un écran est descendu sur scène. On a vu projeter un film très étrange. Méliès était en habit de soirée. Il courait dans les rues de Paris. Il cherchait la salle Pleyel. Et petit à petit, il avait des films qui sortaient de ses poches, qui l'envahissaient, qui lui tombaient sur le dos. Et ces films montaient autour de lui, il en avait partout, il était envahi, ça montait jusqu'à sa gorge. Il ne pouvait plus avancer, il n'avait toujours pas trouvé la salle Pleyel. Et puis tout à coup, la lumière est revenue dans la salle, l'écran s'est relevé et il y avait sur scène un écran de papier blanc. Et Méliès a crevé l'écran de papier. Il est arrivé sur scène, accueilli par un tonnerre d'applaudissements. Il a fait un petit discours improvisé, tout à fait charmant. Et ça a été, en 1929, Méliès retrouvé, applaudi. Et Abel Gance a dit, mais ces films ont gardé une naïveté, une fraîcheur extraordinaire. Méliès est un grand poète. Avant le cinéaste, il y eut Méliès le magicien. Il découvre l'art magique à Londres à l'âge de 22 ans et se révèle très doué pour la prestidigitation. Il donne des représentations à Paris, dans des salons, puis au cabinet fantastique du musée Grévin. À la même époque, je travaillais dans les ateliers de mon père, un industriel de la chaussure de luxe. Il voulut se retirer des affaires et partager son entreprise entre ses 3 fils. Mais je ne voulais pas continuer dans la chaussure. Avec ma part de la fortune paternelle, j'achetais les droits d'exploitation du célèbre théâtre de magie et d'illusion créé par Robert Houdin. C'était le 1er juillet 1888. J'avais 26 ans. Le théâtre Robert Houdin se trouvait au numéro 8 du boulevard des Italiens, juste au centre de l'actuel carrefour Richelieu-Drouot. Il sera démoli en 1925 pour achever le percement du boulevard Haussmann.
Ma carrière au cinéma est tellement liée au théâtre Robert Houdin qu'on ne peut guère les séparer. J'avais 10 ans quand j'ai commencé à fréquenter ce théâtre qui faisait mon admiration. J'en fus le dernier directeur et pendant plus de 30 ans. Quand je l'ai acheté, le théâtre venait de traverser 2 années difficiles. Le public était rare, la salle vétuste. Je l'ai remis à neuf et commencé à inventer les grandes illusions qui constituaient le clou de nos représentations. Robert Houdin avait conçu son théâtre avec un soin extrême. Cet agencement donnait des commodités superbes pour exécuter nos trucs et nos illusions. Méliès inaugure sa direction avec sa première grande illusion, la Stroubaïka persane. La gloire de Méliès, cinéaste, a occulté celle de Méliès, magicien. Mais Méliès est un des plus grands créateurs de magie de son siècle. Il l'est d'autant plus qu'il va introduire dans la magie une forme qui n'existait pas avant lui. Il va créer des sketchs magiques, des scénettes magiques, c'est-à-dire des scènes dans lesquelles on va retrouver plusieurs magiciens et tout un mélange d'illusions scénarisées. Il faut imaginer ce qu'était le théâtre Robert Houdin. C'est une petite salle, et sur cette petite scène, Méliès va faire du très grand spectacle. Il va y avoir des spectacles où il y a 10, 11, 12 personnes sur une scène qui fait à peine 5 mètres d'ouverture. Le jour où il reprend le théâtre, Méliès sait qu'il devra être à la hauteur du passé prestigieux d'une scène où plane le souvenir de Robert Houdin, le maître de l'illusionnisme moderne. Robert Houdin était né à Blois en 1805. Ce fils d'horloger, passionné lui-même d'horlogerie, s'est d'abord fait connaître par ses inventions mécaniques, en particulier des automates. En même temps, Robert Houdin explore tous les procédés de l'escamotage. Il bouleverse les pratiques traditionnelles de la magie, refuse le charlatanisme et invente la magie blanche. Robert Houdin fait de la prestidigitation un art véritable et devient l'illusionniste le plus célèbre de son temps à l'époque du romantisme. À moins de 50 ans, fortune faite, il quitte la scène et se consacre à des recherches scientifiques. Avec le théâtre, Méliès fait aussi l'acquisition des appareils de magie mis au point par Robert Houdin. Il hérite aussi de ses automates. Je crois que le fantôme de Robert Houdin habite le théâtre et que Méliès a de très bons rapports avec lui. Et Méliès, pendant toute sa vie, va défendre de manière très très virulente la mémoire de Robert Houdin. Il va d'abord entretenir parfaitement tous les automates de Robert Houdin, qui sont des automates complexes, compliqués. Certains, même pour l'époque, pourraient paraître un tout petit peu démodés. Malgré tout, ils feront toujours partie du répertoire du théâtre. Méliès va tout faire jusqu'à la fin de sa vie et à une époque très difficile pour lui, pour que les automates de Robert Houdin soient sauvés, puisque alors qu'il va brûler tous ses films,
il va quand même conserver les automates de Robert Houdin pour en faire don au Conservatoire des Arts et Métiers, parce qu'il considère que ce sont des merveilles et que les générations futures doivent pouvoir les admirer un jour. Avec le théâtre, Méliès a repris tout le personnel, techniciens et magiciens. Lui-même n'apparaîtra que très rarement sur la scène de son théâtre. Passer au théâtre Robert Houdin à l'époque, c'était comme être à la Comédie Française. Il y a Reinali, il y a Duperré, il y a Armington, Arnould et Jules Legris notamment, qui restait, lui, je crois, pendant près de 14 ans, titulaire de la baguette du théâtre Robert Houdin. Mesdames et messieurs, de plus en plus fort, après notre séance de spiritisme, le clou du spectacle, le décapité récalcitrant. Dans la troupe, il y a une très jolie jeune femme aux longs cheveux blonds, Jeanne d'Alcy. Sa petite taille facilite tous les escamotages. Le public apprécie son charme et sa vivacité, auquel Méliès est loin d'être insensible lui aussi. Ses relations avec Jeanne deviendront bientôt plus intimes. Il l'épousera en secondes noces en 1925. Jeanne d'Alcy est l'interprète de la plupart des illusions que Méliès crée dans son théâtre. Jeanne jouera aussi dans les premiers films de Méliès. Elle sera en quelque sorte la première star du cinéma. Dans ces films, Méliès reprendra certaines illusions conçues pour le théâtre Robert Houdin. Les farces de la Lune, par exemple, deviennent en 1898, devant sa caméra, La Lune à 1 mètre, avec Méliès lui-même dans le rôle de l'astronome. Au théâtre Robert Houdin, les représentations se terminent souvent par des séances d'ombres animées ou de lanternes magiques. Ces séances de lanternes magiques m'avaient familiarisé avec les projections bien avant l'apparition du cinéma. Les plaques mécanisées permettaient divers effets plus étonnants les uns que les autres. Les vues de voyage peintes sur verre et ornées de jolies couleurs plaisaient beaucoup au public qui découvrait des sites et des pays inconnus. Robert Houdin lui-même terminait son spectacle par des projections de lanternes magiques, par des projections même avec des plaques animées. C'est une tradition dans les spectacles de magie, d'avoir une partie lanterne magique. Parce que les magiciens, je crois, dès l'origine, se sont rendus compte de la valeur magique de l'image, de la valeur ajoutée de l'image par rapport à la prestidigitation. Et c'est pour ça que la filiation avec le cinéma est tellement logique et directe. J'étais sans cesse à l'affût de nouvelles attractions pour mon théâtre. En 1892, je fus invité à une présentation des pantomimes lumineuses d'Émile Reynaud au cabinet fantastique du musée Grévin, où j'avais débuté dans la prestidigitation. J'avais déjà vu à l'exposition universelle de 1878 le praxinoscope mis au point par Reynaud. Cet étonnant jouet donnait l'illusion presque parfaite du mouvement.
Avec son théâtre optique, Reynaud projette de courtes scènes animées dont il a dessiné et peint chaque image sur une bande perforée qu'il manipule lui-même. Cette invention me fascinait. J'imaginais des spectacles de magie réalisés avec une série de photographies animées par un appareil comme celui de Reynaud. Mais j'ignorais encore comment reproduire mes trucs sur la bande et quel en serait le résultat sur un écran. Son âme tendre et chagrine va diriger mon pinceau, oh ma colombine. Deux prestidigitateurs de mon théâtre, Arnould et Renali, avaient été sollicités pour exécuter des tours devant l'appareil chronophotographique de Georges Demeny, l'assistant du physiologiste Étienne Jules Marais. Cela se passait en 1893. Le professeur Alfred Binet dirigeait l'expérience pour une étude sur la psychologie de la prestidigitation. La chronophotographie permet de décomposer ces mystérieuses manipulations, comme le saut de coupe, un tour de passe-passe qui ne dure qu'un dixième de seconde. Je n'aime pas débiner mes trucs et je n'avais pas voulu participer à cette expérience. En 1894, les premiers kinétoscopes Edison arrivent à Paris. L'Américain Edison a trouvé le moyen d'enregistrer et de reproduire le mouvement sur une bande photographique. Je m'étais précipité à l'une des premières démonstrations de cet appareil extraordinaire. Les spectateurs devaient se pencher, chacun à leur tour, sur une haute caisse en bois pour observer une scène de photographies animées enregistrée sur une pellicule qui défilait à grande vitesse. L'expérience était passionnante, mais ce n'était encore qu'une curiosité pour amateurs solitaires. Pour obtenir un véritable spectacle, il fallait absolument faire sortir les images de leur boîte. Louis Lumière était parfaitement au courant des travaux de Reynaud, Demeny et Edison. En 1895, son cinématographe est capable de prendre des vues d'une cinquantaine de secondes, puis de les projeter en public sur un écran. Méliès connaît bien le père de Louis et Auguste Lumière, pour la bonne raison qu'Antoine Lumière loue des bureaux juste au-dessus du théâtre Robert-Houdin. Il est donc fort probable que Méliès a été informé de la nouvelle invention avant la fameuse première séance publique du 28 décembre 1895. Voici comment Méliès raconte, en 1937, sa découverte du cinématographe. Dans cet unique enregistrement de sa voix, il évoque une rencontre avec Antoine Lumière dans l'escalier qui mène à son théâtre. Le père des frères Lumière lui aurait dit « Dites donc, monsieur Méliès, vous qui avez l'habitude dans vos trucs d'étonner quelque peu votre public, je serais bien heureux de vous faire venir ce soir au Grand Café. Pourquoi, lui dis-je, mais parce que vous allez voir quelque chose qui peut-être vous épatera vous-même. Et au début, quand j'ai vu son appareil, n'est-ce pas, projeter des photographies immobiles en commençant, comme nous en faisions chez nous dans nos projections habituelles, que nous faisions à la fin de notre spectacle, j'ai dit comment on me dérange pour voir des projections, il y a près de 20 ans que j'en fais, ça n'a rien d'extraordinaire. Il avait fait exprès de laisser son image immobile pendant quelque temps. Quand tout à coup, je vis dans la sortie des ateliers Lumière, les personnages se mettent en mouvement, venir vers nous. Nous étions tous, je dois le dire, absolument stupéfaits, vous comprenez bien. Immédiatement, j'ai dit vraiment l'affaire, un truc extraordinaire. Et vous avez naturellement tout de suite demandé à Lumière de vous céder ou de vous louer l'appareil. Bien entendu, vous pensez bien en tant que directeur de théâtre. Seulement, je ne m'attendais pas au refus que j'ai essuyé à ce moment-là. C'était le père de messieurs Louis et Auguste Lumière qui était là ce soir-là et qui m'a répondu immédiatement « Ceci est un appareil scientifique destiné aux médecins pour étudier le mouvement, les muscles, etc.
et non pas un appareil pour aller faire des représentations publiques. Il n'avait rien à donc faire. pas compris du tout la portée de son Oh, invention. pas le moins du monde. Il l'a du reste dit bien des fois par la suite en disant je ne suis pas un homme de théâtre, je n'avais pas du tout prévu cet emploi. Il l'a avoué lui-même. Et moi-même, à ce moment-là, j'ignorais ce que je pourrais en faire, mais je sentais qu'il y avait quelque chose à faire avec. En réalité, Antoine Lumière, qui n'est pas dépourvu de flair commercial, veut se réserver l'exclusivité de l'appareil pour l'exploiter avec ses fils. La Maison Lumière s'impose, en quelques mois, en France et à l'étranger, sur le marché des projections de vues animées. Je voulais coûte que coûte donner des projections dans mon théâtre. Comme j'étais dessinateur et bon mécanicien, j'étais décidé à construire moi-même un appareil de projection. Il voudra naturellement faire de lui-même un appareil, mais on sait maintenant qu'il est allé chez d'autres fabricants pour trouver des modèles existants. Alors, très peu de personnes peuvent fournir à l'époque, c'est-à-dire au début de l'année 1896, un exemplaire de projecteur ou de caméra. Il se rend donc en Angleterre, où il existe divers fabricants, et parmi eux se trouve Robert William Paul, un opticien anglais, qui a travaillé durant toute l'année 1895 avec Burt Akers à la fabrication d'un projecteur et d'une caméra. Donc le 2 mars 1896 précisément, Robert William Paul dépose un brevet pour un projecteur de film 35 mm qu'il appelle le théâtrographe. On sait que Robert William Paul est en mesure, à la fin du mois de mars 1896, et on sait qu'il est en mesure de fournir à ceux qui le désirent des exemplaires donc, de son théâtrographe. On le sait parce que un autre magicien, Karl Hertz, a acheté un exemplaire du théâtrographe et il est parti en Afrique du Sud faire des projections donc, avec cet appareil. Alors, il existe encore un autre magicien qui s'appelle David Devant qui va faire aussi de son côté des projections de films 35 mm avec l'appareil de Robert William Paul. Georges Méliès achète à son tour un exemplaire du théâtrographe. En avril 1896, j'ouvrais au théâtre Robert Houdin le premier cinéma en salle. Je projetais des vues du kinétoscope Edison et des bandes prises par Burt Akers, mais je voulus très rapidement exécuter mes propres vues. Alors, il se pose un nouveau problème, c'est qu'il dispose du projecteur Paul, mais il ne dispose pas de caméra. Alors, il a l'idée de transformer ce projecteur en caméra. Il inverse l'appareil, il lui rajoute une optique de prise de vue, il enferme l'obturateur à boisseau dans un petit capuchon, de façon à isoler bien la lumière, et il réalise donc ses premiers films avec l'appareil de Robert William Paul. Cette machine était un véritable monument d'un poids énorme et d'un transport malaisé. Le mécanisme, monté sur une lourde plateforme en fonte, était enfermé dans une boîte en chaîne. Cette caméra ne pouvait contenir que 20 mètres de pellicule. Elle n'était munie d'aucun viseur. Il fallait mettre au point et régler le cadrage sous un voile noir, comme en photographie. Un gros volant fixé sur le pied de l'appareil servait à mettre en mouvement le mécanisme. L'appareil avait aussi l'inconvénient de faire un tel vacarme que je l'appelais pour plaisanter le moulin à café ou la mitrailleuse. Mais je fus assez satisfait des résultats obtenus avec cette première caméra. C'est autour de mai-juin 1896 que Méliès tourne son premier film dans le jardin de la propriété familiale de Montreuil. Dans cette partie de cartes, il n'est pas derrière la caméra, mais devant, un canotier sur la tête. Comme la plupart des premiers films et des vues documentaires de Méliès, cette partie de cartes était considérée comme perdue. Ce document exceptionnel vient d'être retrouvé dans les collections de la National Film and Television Archive à Londres.
Beaucoup de pionniers du cinéma ont tourné des parties de cartes. Celle de Méliès, à gauche, est la réplique de la partie d'écarté de Louis Lumière, à droite, réalisée quelques mois plus tôt avec son père Antoine Lumière et Félicien Tréouet, un prestidigitateur ami de Méliès. Ces images sont dans l'esprit du temps et doivent sans doute beaucoup à certaines compositions picturales comme les joueurs de cartes de Cézanne. S'il réussit à réaliser ses premiers films, dont probablement la partie de cartes, la fameuse partie de cartes, avec l'ancien projecteur de Paul transformé en caméra, il se pose un problème, c'est qu'il n'a plus de projecteur pour montrer ses films au théâtre Béroudin. Le problème, c'est que cette transformation était en quelque sorte irréversible. C'est-à-dire qu'il était très difficile pour Méliès de retransformer la caméra ensuite en projecteur. C'est pour ça qu'il a été obligé de chercher une autre machine pour projeter ses films. Méliès va tout simplement faire la même démarche que la première fois, c'est-à-dire qu'il va aller voir un autre fabricant et il va lui acheter un projecteur. Alors ce n'est que tout récemment que l'on a pu finalement retrouver la trace, l'identité du fabricant du premier projecteur de Méliès. C'est un personnage encore assez énigmatique qui s'appelle Louis Charles, qui le 20 avril 1896 dépose un brevet d'invention pour donc un projecteur de film uniquement très, très original, qui fonctionne avec une rampe hélicoïdale, et un système très, très moderne, très audacieux, qui fonctionnera encore dans les années 60. Alors l'histoire ne s'arrête pas là, curieusement, parce que le 4 septembre 1896, Méliès va déposer à son tour un brevet avec ses associés Lucien Corsten et Lucien Relos. Et dans ce brevet, cette fois, il va revendiquer la propriété d'une invention, comme on dit à l'époque, qui est donc l'invention du kinétographe, ce fameux projecteur qui fonctionne depuis avril au théâtre Béroudin. C'est un brevet très curieux qui reprend trait pour trait le brevet de Charles qui avait été déposé en avril 1896. Il y a donc ou contrefaçon de la part de Méliès ou entente avec ce fameux Charles. Jusqu'à présent, il est impossible de dire quel est finalement le fin mot de l'histoire. À cette époque, la vue de l'animation d'une rue, l'arrivée du train, des vagues sur un rocher suffisaient à étonner le public et à satisfaire sa curiosité. Mais ceci n'était que l'enfance de l'art. Mes clients forains craignaient la lassitude du public pour les défilés militaires et les repas de bébé. Ils n'avaient pas tort. Je filmais, moi aussi, comme les opérateurs de M. Lumière, la visite du tsar à Paris en octobre 1896. Mais j'ai vite laissé de côté ces sujets simples et j'ai créé la spécialité des sujets intéressants par leur difficulté d'exécution. Vérité ou légende, Méliès racontera souvent comment il a découvert le truc qui sera à la base de sa technique, l'arrêt de caméra ou arrêt pour substitution. Tout commence place de l'Opéra à Paris. Ma première caméra était rudimentaire. La pellicule se déchirait ou s'accrochait souvent et refusait d'avancer. Un jour où je filmais prosaïquement la place de l'Opéra, l'appareil se bloqua. Il me fallait une bonne minute pour libérer la pellicule et remettre la caméra en marche. Pendant cette minute, les passants, omnibus, voitures, avaient changé de place. En projetant la bande ressoudée au point où s'était produit la rupture, je vis subitement un omnibus Madeleine Bastille changé en corbillard, des hommes changés en femmes. Le truc par substitution, dit truc à arrêt, était trouvé. Escamotage d'une dame chez Robert Houdin, mon premier film à truc, était la reproduction exacte du truc fameux inventé par l'illusionniste Boîtier de Colta. Dans l'illusion de Colta, le magicien pose une chaise sur un journal et couvre d'un châle une femme assise sur la chaise. Après une formule magique, la femme et le châle disparaissent. Le journal est en réalité une feuille de caoutchouc fendue posée au-dessus d'une trappe. Une armature de fil de fer soutient le châle et lui donne la forme d'un corps. Le paillon de la chaise bascule, la femme passe à travers le journal dans la trappe et se laisse glisser sous le plancher.
Le châle et l'armature métallique sont tirés en coulisses par un fil invisible. Le caoutchouc reprend sa forme initiale, il ne reste que la chaise. L'effet de cette expérience était considérable. Méliès comprend que l'arrêt de caméra peut remplacer la trappe de scène du théâtre d'illusion. Ici, Méliès tient le rôle du magicien. Il dissimule sous le châle la femme, interprétée par Jeanne d'Alcy. Méliès interrompt la prise de vue, exactement ici, le temps de faire sortir la femme de la scène, puis il reprend la prise. J'ajoutais même l'apparition d'un squelette à la place de la dame. Avec ce trucage, tout devenait enfantin et le public n'y voyait que du feu. Le succès de ces films à trucs fut tel qu'en peu de temps, leur renommée devint mondiale et sans aucune publicité. Je me mis à exécuter dans le même ordre d'idées des sujets de plus en plus compliqués et fantastiques. Pour corser l'intérêt de mes vues, il me fallait des lieux imaginaires. Les paysages naturels ne me convenaient pas. Ma première vocation fut le dessin et la peinture. Je me mis donc à peindre et à dresser en plein air mes premiers décors. Mais il y avait beaucoup d'inconvénients à opérer ainsi en extérieur. Les nuages passaient devant le soleil et modifiaient brusquement l'éclairage pendant la prise de vue. Le vent, la pluie, la neige en hiver nous jouaient aussi de très vilains tours et je devais être en mesure de fournir toute l'année de nouvelles vues à mes clients les forains. Dans ces images du manoir du diable de 1896, un seigneur, joué par Méliès, affronte Satan. Les ombres portées sur le sol indiquent que ce film de 60 mètres a été réalisé en extérieur, dans le jardin de Montreuil. Toutes ces difficultés m'ont amené, pour me mettre à l'abri des intempéries, à construire un atelier de pose. Aujourd'hui, on dirait un studio. Le premier conçu spécialement pour le cinéma. J'allais pouvoir donner l'apparence de la réalité aux inventions les plus folles qui sortaient de mon imagination. À l'est de Paris, aux portes de la capitale, Montreuil-sous-Bois. À l'entrée de la ville, une fresque salue Méliès. Méliès, puis Pathé, et dans les années 20, les cinéastes russes émigrés, vont faire de Montreuil l'un des premiers centres de la vie cinématographique française. Vers 1860, le père de Méliès a acheté ici une vaste propriété. Georges y passe une partie de son enfance et c'est là qu'il va édifier ses 2 studios dont il ne reste rien aujourd'hui. Au XIXe siècle, Montreuil est encore un village de campagne. Les Parisiens y viennent le dimanche pour oublier les bruits et les embarras de la capitale. Ses nombreux vergers de pêchers l'ont fait surnommer Montreuil-les-Pêches. Méliès bâtit son premier studio au début de 1897. Ce n'est d'abord qu'un grand hangar vitré qu'il ne cessera de transformer et de perfectionner jusqu'en 1900. C'était la réunion de l'atelier photographique, en plus vaste, et de la scène du théâtre. 17 mètres de long, un peu plus de 6 mètres de large. Ces dimensions étaient exactement celles du théâtre Robert-Houdin.
Une charpente métallique, vitrée de tous côtés, laisse passer la lumière solaire. À l'extrémité nord, une scène de plein pied avec le plancher parqueté de l'atelier. Cette partie où l'on jouait était orientée de telle sorte qu'elle fut éclairée de face de 11h du matin à 3h de l'après-midi. Car à cette époque, il n'y avait pas encore d'éclairage électrique suffisamment puissant. Nous devions prendre nos vues à la lumière du jour. Au début de l'année 1900, un petit appentis vient prolonger le studio côté sud. L'opérateur peut y manipuler la pellicule dans le noir. Cet appentis permet aussi de reculer la caméra et d'élargir le champ de la prise de vue. La scène est aménagée pour l'exécution de vues fantastiques. Dès 1898, Méliès a fait creuser sous la scène une fosse avec trappes, trapillons, mâts à décor, tampons ascendants et descendants qui permettent les changements à vue, les apparitions ou les disparitions des divinités ou de Méphistophélès dans les féeries. Au-dessus de la scène, je fis construire fin 1899 un cintre vitré avec des passerelles métalliques pour permettre aux machinistes d'actionner les tambours, les treuils, les ponts roulants nécessaires au vol des chars, des anges, des fées et au passage des nageuses. Pour obtenir des vues sous-marines, je filmais les scaphandriers ou les divinités aquatiques à travers un aquarium contenant des poissons vivants. Méliès utilise des maquettes. Il peut ainsi faire naviguer des vaisseaux dans des cuvettes. Avec toutes ces installations, l'atelier donnait l'image assez fidèle d'un théâtre de féerie. Comme les tableaux jouets devenaient de plus en plus importants, j'avais fait construire de chaque côté de la scène des coulisses, vitrées elles aussi, avec des magasins pour les décors. Contre le studio, à l'est, un grand hangar sert à la menuiserie et à la peinture des décors. Je tirais presque toujours mes scénarios de mon imagination. Méliès prépare ses films par toute une série de croquis, plus rarement en rédigeant un texte ou des notes techniques. Je combinais tout à l'avance avec ses dessins pour éviter les écueils. Et je dois dire que dans les scènes truquées, il y en avait beaucoup des écueils. Quand il arrive à son studio, Méliès, l'homme orchestre, a déjà tout son film en tête. Souvent, artistes et techniciens ne savent pas ce qu'ils vont tourner. Il construit et peint lui-même ses décors, en grisaille, car la pellicule de l'époque n'est pas également sensible à toutes les couleurs. Il met la main au moindre accessoire, règle la machinerie, la caméra. Quand tout est au point, les artistes et la figuration sont convoqués. J'exigeais la plus grande ponctualité car le soleil n'attend pas. Il fallait s'habiller, se maquiller. Ensuite, tout se passait comme au théâtre. Les artistes descendaient en scène. Là, j'expliquais l'ensemble du tableau et faisais répéter les diverses parties de l'action. L'action principale d'abord, puis les épisodes accessoires. Je dirigeais la marche et le placement des figurants. J'étais obligé de jouer à chacun son personnage pour bien lui indiquer ses gestes, ses entrées, ses sorties, la place qu'il devait occuper en scène.
Après les répétitions, quand tout était prêt, l'opérateur faisait fonctionner l'appareil et nous enregistrions la scène. Les acteurs parlaient, comme au théâtre, ce qui donnait plus de vérité à leur jeu. Pour donner et maintenir le rythme de la scène, Méliès utilise un métronome, parfois même un piano. À mes débuts, les employés du théâtre Robert Houdin, les membres de ma famille, les voisins, les domestiques et même le jardinier furent promus au rang de comédiens. J'ai bientôt engagé des danseuses du Châtelet et de l'Opéra, qui avaient plus d'élégance que mes figurants, de bonne volonté, mais sans capacité spéciale. Vinrent ensuite les chanteurs de café-concert et finalement les artistes de théâtre, surtout quand on apprit que j'offrais de beaux cachets. Dans les tableaux à grande figuration, le personnel et les artistes se groupent dans les coulisses, en dehors du champ de la prise de vue. Les portes qui se font vis-à-vis permettent la traversée d'un long cortège qui se forme hors du studio, traverse le tableau et ressort par la porte opposée, comme le défilé de l'armée de Jeanne d'Arc. Le plafond du studio était en partie vitré avec des verres dépolis, en partie avec du verre ordinaire. En été, lorsque le soleil frappait sur les décors à travers la verrière, des ombres venaient marquer la toile du fond. Pour parer cet inconvénient, j'ai installé des volets mobiles garnis de toiles à décalquer. Ils étaient actionnés par des fils qui permettaient de les ouvrir et de les fermer en un clin d'œil. Pour exécuter sans défaillance mes loufoqueries funambulesques, il fallait beaucoup de sang-froid et de persévérance. Alors, contrairement à ce que croyaient un de mes clients américains, je n'étais pas le détraqué, le fou furieux qu'il avait imaginé. Le studio permet à Méliès d'innover en matière de prise de vue et de trucage, avec la caméra verticale par exemple. Il fixe la caméra sur l'une des passerelles métalliques du cintre qui surplombe la scène, en plongée sur le décor posé à plat sur le sol du studio. Le personnage qui évolue sur le décor horizontal semble ainsi capable d'acrobaties invraisemblables. Méliès adapte au cinéma toutes les ressources de la machinerie théâtrale. Par exemple, une toile peinte déroulée de bas en haut lui permet de filmer des chutes vertigineuses. Ces images ont été tournées en 1906 en surimpression sur un déroulant vertical pour un spectacle du Châtelet à Paris, Les 400 coups du diable. Méliès exécutera ainsi des tableaux irréalisables sur la scène d'un théâtre qui seront ensuite insérés sur grand écran dans des féeries et des revues. C'est le cas par exemple du raid Paris-Monte-Carlo en 2 heures, réalisé à Montreuil pour un spectacle des Folies Bergères. J'ai créé cette branche spéciale des vues cinématographiques qui sortent de l'ordinaire. Mes clients les appelaient « vues à transformation », il serait plus exact de dire « vues fantastiques ». Ces vues comportaient toute une série de procédés dont l'ensemble ne peut porter un autre nom que celui des trucages. Comme on l'a vu, j'avais trouvé par hasard le truc par arrêt de caméra qui permet toutes les substitutions. Pour exécuter ce trucage, on arrête la caméra au moment où doit se produire l'apparition ou la disparition d'un personnage. On fait par exemple entrer un nouveau personnage dans le champ, mais on peut tout aussi bien faire disparaître le premier personnage. La prise de vue reprend, et voici le résultat à la projection. Une apparition subite.
Quand on réalise ce trucage, il est impossible d'arrêter la caméra exactement sur l'image qui précède l'apparition et de repartir sur la première image qui la suit. Pour que le trucage soit réussi, c'est-à-dire pour qu'il passe inaperçu, il faut bien prendre soin de raccorder les deux prises à l'image près. Autrement dit, pour que la scène truquée garde son rythme, on procède à un collage, exactement ici, pour obtenir dans ce cas une substitution. Il n'y aura donc jamais de trucage sans collage, c'est-à-dire sans montage. Dans les films de Méliès, par exemple ici Le locataire diabolique de 1909, les collages se repèrent aux traits horizontaux blancs qu'ils produisent en haut de l'image. Les tableaux du locataire s'accrochent au mur comme par enchantement. Après chaque lancement de tableau, la caméra a été arrêtée, le tableau mis en place sur le mur, puis le tournage a repris. Au montage, Méliès coupe exactement à l'endroit où le tableau rencontre le mur, puis il raccorde les deux prises. Là où il y a une filiation très directe entre l'art de l'illusionniste, à mon sens, et le cinéma des premiers temps, c'est que l'art de l'illusionniste consiste à opérer le truc important dans le mouvement pour que ça ne se voit pas. Il me semble qu'il y a une parenté tout à fait évidente entre l'art de l'illusionniste et puis ce que font les premiers cinéastes en matière de raccord dans le mouvement, de coupure, de collure. Le collage offre l'immense avantage de permettre toutes sortes de trucages impossibles à réaliser par un simple arrêt de caméra, comme les apparitions, disparitions ou substitutions dans le mouvement. Ici, l'illusionniste Méliès se transforme en danseuse en sautant d'une table, puis la danseuse devient à son tour magicien. Ce truc exige de filmer le saut de Méliès, puis celui de la danseuse, avec des repères précis. On raccorde ensuite les deux prises de vue par un collage dans le mouvement au milieu des deux sauts pour créer l'illusion de la métamorphose. Un trucage en amenait un autre. J'imaginais des fondus pour changer de décor, faire apparaître ou disparaître progressivement des personnages. La surimpression nécessite plusieurs passages de la même pellicule dans la caméra pour superposer les prises. Autrement dit, la pellicule impressionnée est à chaque fois rembobinée avant la prise suivante. Ici, la surimpression fait apparaître une reine en chair et en os sur le dessin qui la représente. J'exécutais aussi des apparitions, disparitions, métamorphoses par superposition sur des fonds noirs ou des parties noires réservées dans le décor. Comme un décor noir n'impressionne pas la pellicule, la caméra filme une première fois le personnage, joué par Méliès, dans un décor où un grand cadre est muni d'une réserve de velours noir. La pellicule est ensuite rembobinée et au deuxième passage, on filme sur fond noir le même personnage placé devant un morceau de décor dont la position et les dimensions correspondent à celles du velours noir de la prise précédente. Une fois impressionné, le velours noir du cadre restituera tout naturellement l'image du personnage qui paraîtra dédoublée. C'est à l'aide de cette technique que Méliès va développer un des grands thèmes de ses films à trucs, la démultiplication de son corps ou simplement de sa tête. Méliès atteint le sommet de son art avec l'Homme Orchestre en 1900, dans lequel
on observe une surimpression multiple. La pellicule est passée 7 fois dans l'appareil, la même pellicule, pour faire apparaître 7 fois le même personnage devant un décor. Dans Le Mélomane, le plus célèbre de ses films à trucs, Méliès se souvient sans doute des plaques photographiques animées de la Biophantic Lantern de John Rudge, où un homme joue avec sa tête. Et le dessinateur Granville avait déjà donné à des notes de musique la forme d'un corps. Par une savante alchimie, Méliès va mêler ces deux visions pour composer un numéro d'une virtuosité étourdissante. Sur un fond noir, 5 fils télégraphiques traversent le haut de l'image. Un professeur de chant, joué par Méliès, lance une énorme clé de sol sur les fils où elle reste accrochée. Premier collage, après arrêt de caméra, et mise en place de la clé de sol sur les fils. Puis le professeur dessine une note de musique à laquelle il donne 2 yeux, un nez et une bouche, en nous indiquant qu'il vient de dessiner sa propre tête. Il lance sa baguette sur les fils pour en faire une barre de mesure. Nouveau collage. Ici commence l'art éblouissant de Méliès. Le mélomane se place de face sous les fils, prend sa tête dans ses mains et commence à l'arracher de ses épaules. Un collage, ici curieusement en bas de l'image, signale un trucage. Méliès tient maintenant une tête postiche en carton-pâte, en ayant pris soin de recouvrir sa propre tête d'une cagoule noire qui se confond avec le fond noir du décor. Le collage permet donc à Méliès de lancer la tête en carton vers la portée. Lorsque cette tête postiche rencontre le fil télégraphique qui doit la recevoir, un autre collage fait apparaître la véritable tête de Méliès. Sur un fond entièrement noir, Méliès est monté sur un praticable noir revêtu d'une cape noire. Sa tête peut alors remplacer en surimpression la tête de carton. La tête reste sur le fil, tandis qu'une nouvelle tête repousse sur les épaules de Méliès. Nouveau collage pour raccorder les images après qu'il a ôté sa cagoule noire. Méliès effectue un pas vers la droite en observant avec attention les repères tracés au sol, et la même opération se reproduit pour les notes suivantes. Six têtes de Méliès apparaissent ainsi en surimpression sur une pellicule où a déjà été tournée l'action des personnages au sol. Pendant toute la durée où les 6 notes sont présentes, la pellicule a donc été passée 7 fois dans la caméra. Et on peut recenser dans ce petit film de 50 mètres une trentaine de collages correspondant à tout ce travail de montage lié au trucage. Un film comme celui-ci demandait des repérages extrêmement précis, et quand on pense au type de caméra archaïque de l'époque, c'est absolument extraordinaire. Et donc Méliès s'arrangeait pour prendre ses repères au tour de manivelle, il rebobinait la pellicule et il comptait les tours de manivelle pour exactement savoir où il se plaçait. Et faire ça 7 fois, c'est vraiment extraordinaire. Les scènes à trucage et leur grande difficulté d'exécution m'obligeaient à tenir moi-même le premier rôle dans ces films. On me vit dans les situations les plus diverses. Illusionniste, sorcier, démon, prince, mendiant, fakir, pacha, etc. Je m'appliquais à me rendre méconnaissable par le savant grimage. C'est effectivement étonnant de voir la présence qu'il a à l'écran. Je me demande
quand et comment il a appris à être bon acteur parce qu'il est bon acteur. Je me demande quand et comment il a pu faire du sport tout au long de sa vie, parce qu'on le voit faire un saut périlleux arrière à 50 ans passés dans ses films. Mais c'est le cinéma qui m'a servi de sport. Et quel sport! Je lui attribue même ma souplesse et ma vivacité. Sur scène, il était magnifique. C'est vrai qu'il se déplace avec une aisance. On le voit dans ses films, il a une gestuelle qui fait qu'on le reconnaît, même quand il est maquillé. Il y a toute une gestuelle qui vient du théâtre, qui vient des tréteaux de foire, et qui vient de la commedia dell'arte. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé au cinéma par rapport à ses concurrents, à ses contemporains. C'était un séducteur. Avant tout, il avait envie de séduire. Séduire le public, séduire les femmes, séduire les enfants, séduire les gens qui l'entouraient. Et quand je le voyais s'adresser à une personne qu'il ne connaissait pas encore, ma grand-mère, qui n'était pas très gentille, disait « Regarde-le, il fait la roue ». Et c'est vrai qu'il cherchait à séduire, complètement. Et puis, sa deuxième caractéristique, je pense, a été définie par Langlois, qui l'a connu seulement en 1935, c'est-à-dire déjà très âgé, et qui dit « J'ai l'impression que Méliès est quelqu'un qui s'avance masqué ». Et c'est un petit peu mon impression, il a toujours caché ses sentiments. Enfin, dans l'ensemble, c'était quelqu'un de très gai, très extraverti, parce que c'était un grand timide, et comme tous les timides, ils deviennent exubérants parce qu'ils en font trop. Pendant toutes ces années où je menais de front la direction du théâtre Robert Houdin et mes productions cinématographiques, ma vie était trépidante et d'une activité prodigieuse. Tous les jours, levé à 6 heures. À 7 heures, j'étais au studio pour peindre décors et accessoires. Entre 11h et 16h, nous répétions ou prenions les vues. Il avait des horaires très rigides. Il disait 8 heures, c'était pas 8 heures et une minute, c'était 8 heures. Il y avait ce côté que les autres pouvaient percevoir comme obsessif, mais c'était pour lui dans l'ordre des choses. C'était sa façon de dire la vie est trop courte pour se permettre la lenteur. La rapidité était sa façon de combattre la mort, le néant, le manque de sens dans ce qu'on fait. En fin d'après-midi, Méliès quitte son monde de féerie, d'illusions et de trucs pour retrouver la réalité parisienne que filment les opérateurs Lumière. À partir de 18h, il reçoit tous ceux qui veulent le rencontrer, en particulier ses clients forains, dans ses bureaux situés passage de l'Opéra, à 2 pas du théâtre Robert Houdin. C'est aussi là qu'il a installé son laboratoire pour développer et tirer ses films. Un dîner rapide, et Méliès se rend à son théâtre où il veille à la bonne marche de la représentation. Et maintenant, chers spectateurs, une grande illusion venue directement de l'Inde mystérieuse. Le panier indien. Pour les connaisseurs, le panier est en osier des bords du Gange.
Quand ma présence n'était pas nécessaire en scène, je profitais de ces heures du spectacle pour dessiner dans les coulisses les croquis des tableaux à exécuter le lendemain et les jours suivants à Montreuil. C'était à peu près mes seuls moments de tranquillité. Avant de rentrer chez moi, j'allais souper sur les boulevards, chez Boccardi ou au Café Anglais. Il m'arrivait aussi d'aller au Châtelet, aux Folies Bergères ou à l'Opéra Comique. Ces films, Méliès les destine d'abord à son théâtre où il remplace les expériences de prestidigitation. Il ne fait pas de différence entre les vues fantastiques tournées à Montreuil et les illusions scéniques. Ces projections, au théâtre Robert Houdin, lui permettent aussi d'exercer un contrôle absolu sur ses films, de leur conception jusqu'à leur présentation au public, car il arrive souvent que les exploitants forains coupent dans les films ou en changent le montage. Sur scène, les acteurs pouvaient être bons un jour, mauvais l'autre, de même pour l'exécution des trucs. Avec le cinématographe, si les artistes photographiés avaient bien joué devant la caméra, ils étaient excellents à perpétuité. Quel avantage! Jacques Deslandes a très bien compris que finalement, Méliès, le travail de Méliès en cinématographie était dans le prolongement du travail qu'il effectuait sur scène, sur la scène du théâtre Robert Houdin. Et il n'y a pas de rupture dans le travail que fait Méliès avec le cinéma, l'introduction du cinématographe plutôt, l'introduction du cinématographe dans la carrière de Méliès n'est pas un point de rupture, c'est en continuité avec le travail qu'il faisait, et une féerie cinématographique de Méliès se situe dans j'appellerais ça la série ou dans le genre féerie, et ce n'est pas les premiers temps seulement du cinéma, c'est aussi les derniers temps d'un genre ou d'une série culturelle qui est la féerie. Il y a, à un moment donné, en 1896, un énergumène génial qui fait accéder la féerie à la cinématographie. Le cinématographe me permit aussi de faire figurer mes compositions dans plusieurs lieux à la fois. Les forains qui étaient mes clients achetaient mes films en payant comptant, mais ils voulaient des programmes courts pour multiplier les séances. Le cinématographe est la nouvelle attraction des champs de foire. Il remplace peu à peu ménageries, dompteurs, magiciens, hommes-troncs, femmes volantes, musées de cire. À l'entrée de la baraque du cinéma se tient un personnage indispensable, l'aboyeur. Entrez, entrez, mesdames et messieurs. Venez découvrir dans notre théâtre cinématographique la grande attraction du siècle. J'ai nommé le cinématographe. Entrez, entrez, mesdames et messieurs. Tout le monde peut rentrer. Les enfants, les adultes. Par contre, les militaires, les bonnes d'enfants, les amoureux payent que demi-tarif. Néanmoins, une tenue correcte est exigée dans notre théâtre itinérant. Dans la salle, un pianiste, parfois un bruiteur et un bonisseur conférencier accompagnent les images animées. Le conférencier situe l'action, improvise les dialogues, déroule le fil conducteur qui relie les tableaux entre eux. Ici,
Mesdames et messieurs, le président Barbon-Fouilly emmène avec lui ses 5 collègues de l'Astronomic Club pour leur faire visiter les ateliers de construction du projectile destiné à les emporter dans la Lune. Micro-Bégas se laisse choir par mégarde dans une cuve d'acide nitrique. Méliès rédige et fait imprimer pour les forains et leurs conférenciers des brochures donnant la description des films, avec parfois des résumés, comme celui-ci, à lire au public pendant la projection. Les forains rendent régulièrement visite à Méliès dans son bureau du passage de l'Opéra. Ils viennent s'approvisionner en Star Film, la marque de Méliès qui leur présente ses nouvelles productions dans la salle du théâtre Robert-Houdin. Les copies se vendent au maître comme de banals rubans. Lorsque vers 1898, le public commence à se lasser des vues documentaires, ce sont les films à trucs de Méliès qui relancent l'exploitation. Un forain dira « Nous allions mourir de faim sur nos appareils, Méliès nous a donné à manger ». Mais certains de mes clients trouvaient mes vues trop artistiques et pensaient que leur public préférait le genre coup de pied au cul. Méliès règne sans partage sur l'exploitation cinématographique jusqu'en 1902-1903. Le genre Méliès triomphe chez les forains. Les tourneurs, qui sont tous des clients de Méliès, présentent ses films de ville en ville et jusque dans les campagnes les plus reculées. Pour entretenir les curiosités de mes acheteurs et les tenir en haleine, je cherchais et trouvais sans cesse des trucs et des procédés nouveaux. Dans mes films, je m'adressais d'abord à l'œil du spectateur pour le charmer et l'intriguer. Ma préoccupation était de trouver un grand effet principal, le clou du film, et l'apothéose finale. Je ne m'occupais du scénario qu'au dernier lieu. En mêlant toutes sortes de procédés, il m'était possible de rendre visible le surnaturel, l'imaginaire, et de composer des tableaux qui déroutaient l'esprit des spectateurs les plus perspicaces. Je prenais figure de sorcier. On a souvent remarqué que dans le film de Méliès, la caméra est bien fixe, elle ne bouge pas, elle est bien plantée dans le plancher du studio. Et ça se passait à une époque où on avait déjà des films où la caméra bougeait de façon assez dynamique. De mon point de vue, la chose ne m'étonne pas parce que cette idée de voir la caméra fixe devant un scénario, une scène qui bouge, est la reproduction fidèle de la philosophie et de l'esthétique de Méliès. La caméra est le spectateur. Le spectateur assis devant l'écran dit « montrez-moi ». Moi, spectateur, je veux avoir un rôle vraiment passif dans l'expérience de la vision. Tout doit bouger autour de moi. Le cinéma doit être quelque chose comme un système de planètes qui tourne autour de moi et moi, je veux être au centre de ce système. Moi, je veux être le soleil et le reste doit bouger pour moi. Les films de Méliès sont des films où la kinésie, où le mouvement est très important. Et je pense que l'appartenance de Méliès à la cinématographie, ça passe d'abord et avant tout par le mouvement, la kinésie, tout ce qui virevolte, saute, bouge, explose, se démembre, etc., même implose peut-être dans les films de Méliès. Ça fait partie aussi de la tradition baroque. S'il y a un thème constant dans le développement de l'art baroque, et même de la musique baroque, c'est l'horreur du vide, l'horror vacui. C'est le désir de remplir l'espace et le temps avec le plus d'actions possibles, le plus de choses possibles dans la scène, dans le cadre, dans l'action. Méliès a peut-être été le premier à comprendre
que le cinéma offrait un moyen commode de manipuler le temps et l'espace à sa guise, par le biais du trucage. Et autre merveille, il a compris que les coloris permettaient de rêver en couleur. Georges Méliès a très tôt fait colorier ses films par une ancienne coloriste de plaques de Lanterne Magique, Madame Thuillier, qui avait une équipe de jeunes filles qui coloriaient des films pour différentes maisons, dont Pathé. Chaque jeune fille avait appliqué son coloris à l'aide d'un pinceau comme celui-ci en poil de martre. Alors ici, j'applique un coloris jaune qui est une couleur d'aniline de la fin du siècle dernier, le ramine. Tout ce qu'on peut savoir sur le coloriage à la main est en général très peu clair et les détails techniques sont très rares. Donc le plus simple pour arriver à pénétrer une technique, c'est de la pratiquer, et c'est ce que j'ai fait sur une copie acétate d'un film de Méliès de 1901, La chrysalide et le papillon, qui fait 40 mètres, donc 2000 photogrammes, que j'ai colorié image par image, et ça m'a permis de comprendre exactement comment travaillaient les coloristes à l'époque. Voilà, donc là, j'applique le ramine pour avoir un fond jaune, et ensuite, c'était assez courant à l'époque, pour les flammes en tout cas, de faire le mélange sur la pellicule, le mélange de coloris. Et en l'occurrence, pour avoir une flamme rouge en son centre, on appliquait un magenta qui était une autre couleur d'aniline qu'on appelle la fuchsine. Et qui sur le fond jaune devient rouge. Et à la projection, ça fait quelque chose qui bouge d'une façon assez intéressante. On reconnaît aussi un film Méliès en couleur, et par le style et par la couleur, qui a été disposé selon des normes apparemment très originales. La pellicule, utilisée à l'époque de Méliès, est très peu sensible au rouge et au jaune, qui deviennent noirs, sans transparence sur l'écran. Quant au bleu, ils paraissent complètement blancs. Pour obtenir des images suffisamment translucides qui permettaient de recevoir plus tard les coloris, je peignais mes décors en grisaille, en passant par toute la gamme des grains intermédiaires entre le noir pur et le blanc pur, ce qui les faisait ressembler à des décorations funèbres d'un très étrange effet. Le fini, l'exactitude et la perspective, le trompe-l'œil, tout devait donner l'apparence de la vérité à des choses entièrement factices que l'appareil photographiait avec une précision absolue. La première chose chez Méliès, c'est son décor. Ça, c'est inimitable. Un décor ne peut pas être copié. Il est imité, mais c'est pas possible de retrouver son trait de crayon, puisque c'est lui l'auteur. Donc il aurait fallu que chez ses concurrents, il y ait quelqu'un d'assez génial pour refaire les mêmes dessins, mais c'était pas possible. Et quand on voit les préparations de ces films dans les dessins faits à la va-vite, avec un crayon ou à la plume,
Et quand on voit le dessin exécuté tel qu'on le voit dans le décor, c'est extraordinaire. Et là, c'est vraiment le style Méliès. Les costumes participent eux aussi à l'originalité du style Méliès. Il dessine pour ses films des centaines de costumes qui sont exécutés à Montreuil en camailleux gris. Mais il arrive que les accessoires du théâtre Robert Houdin soient utilisés dans certains films, comme cette robe de magicien aux motifs colorés que porte le professeur Barbanfouilly dans Le Voyage dans la Lune.